Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Marina, je suis militante d'ARP et je m'occupe en particulier de RP Dimanche, le supplément de théorie et de politique de révolution permanente. Aujourd'hui, on a intitulé ce topo « Lénine ou Poulantzas, deux stratégies face à l'État capitaliste ». Alors ça peut paraître un peu surprenant de mettre Lénine et Poulantzas dans une même phrase, puisque Lénine, tout le monde le sait a priori si vous êtes ici, c'est un des grands génies politiques du XXe siècle, le fondateur du parti bolchevique, le dirigeant de la révolution d'octobre, première révolution socialiste victorieuse au monde, dirigeant du premier État ouvrier de l'histoire. Et Poulantzas, je suis même pas vraiment sûre que tout le monde dans la salle le connaisse vraiment. D'ailleurs, je voulais commencer par un tout petit sondage juste pour voir un peu. Qui connaît Poulantzas, a déjà lu des trucs de lui ou a déjà un peu entendu son nom? Voilà, donc en gros la moitié de la salle. Alors ça peut paraître un peu surprenant de les mettre sur le même pied d'égalité, et en même temps, en dépit de l'injuste postérité dont fait preuve Poulantzas, l'intérêt qu'on peut porter pour lui aujourd'hui, il est triple. D'abord parce que Poulantzas, c'est un des derniers grands théoriciens marxistes de l'État, et qu'en ce sens, c'est intéressant de se replonger dans ce qu'il a pu élaborer, étant donné que la question de l'État refait surface depuis plusieurs années dans les débats politiques et stratégiques à gauche. Une deuxième raison, c'est que Poulantzas, c'est sans doute un des meilleurs adversaires, au sens un des plus sérieux, un des plus cohérents, conséquents, d'une approche léniniste sur la question du pouvoir et sur la question de l'État, de sorte que pour celles et ceux qui, comme nous, aspirons à redonner vie à une stratégie léniniste aujourd'hui au XXIe siècle, c'est un adversaire en quelque sorte à la hauteur auquel il peut être intéressant de se confronter pour précisément essayer de revitaliser un peu une stratégie léniniste. Et la troisième raison, c'est qu'on constate depuis quelques années un retour de Poulantzas dans certains débats à gauche. C'est une référence qui est utilisée aussi bien chez tout le secteur marxiste qui s'est rapproché de la France insoumise, mais aussi, par exemple, vous en avez peut-être parlé dans le topo avec Gab et Maëva sur les décoloniaux, c'est une référence qui est aussi utilisée par quelqu'un comme Ouria Boutelja dans son livre Bof et Barbare, et en fait par pas mal de gens. Vous ferez peut-être plus attention à ça après le topo. Le nom de Poulantzas revient en quelque sorte à la mode, et donc d'une certaine manière, même si je vais pas me référer explicitement à eux dans mon introduction, j'espère que la discussion qui suivra sera aussi l'occasion de voir comment est-ce que un débat entre Lénine et Poulantzas sert aussi à comprendre et à donner des arguments pour renforcer notre compréhension et les débats qu'on peut mener avec nos adversaires politiques aujourd'hui en France aujourd'hui. Alors il y a une dernière raison pour laquelle le débat Lénine et Poulantzas est intéressant, c'est qu'il permet d'appréhender la question de l'État dans sa double dimension, c'est-à-dire à la fois en termes de stratégie, c'est-à-dire quelle modalité de prise du pouvoir face à l'État, et à la fois en termes de programme, en termes de quelle forme prendra l'État dans la phase de transition au socialisme. Ces deux dimensions sur la question de l'État, qui ont marqué l'ensemble des débats marxistes qui peuvent exister sur la question de l'État. Le débat entre Lénine et Poulantzas, il permet d'appréhender les deux, et c'est intéressant. Et on verra que ce débat prend en fait la forme d'une double opposition entre, en ce qui concerne la question de la prise du pouvoir, on verra que le débat se situe entre ce que Poulantzas appelle une voie démocratique au socialisme, vs ce que Lénine appelle la stratégie de dualité de pouvoir, ou de double pouvoir. Et en ce qui concerne la question de l'État dans la phase de transition au socialisme, on verra que le débat se situe entre ce qu'on peut appeler avec Poulantzas une démocratie mixte, vs ce qu'on appelle dans la tradition léniniste, marxiste, révolutionnaire, la dictature du prolétariat. Ces oppositions, elles vont, j'espère, s'éclairer chemin faisant là, dans le topo ce matin, et on verra qu'elles condensent une série de questions, de débats théoriques, politiques, stratégiques, qui sont extrêmement précieux pour, encore une fois, se reposer la question du léninisme aujourd'hui dans un pays comme la France, c'est-à-dire dans un pays qu'on appelle dans un scénario qu'on appelle traditionnellement dans le marxisme un scénario occidental, qui ne renvoie pas à une dimension géographique, mais à l'idée qu'un pays comme la France, où
existe une longue tradition de démocratie bourgeoise et un État renforcé, un État capitaliste avancé par opposition au terrain oriental qui incarnerait plutôt un scénario politique comme la Russie tsariste en 1917 où l'État est beaucoup plus restreint et beaucoup plus restreint à sa dimension répressive. Alors, pour cette présentation, je vous propose dans un premier temps essayer de revenir sur les principales définitions et la façon dont Poulantzas pense la question du pouvoir et la question de l'État, pour vous présenter un petit peu les apports, ou en tout cas ce qu'il prétend amener à la théorie marxiste plus classique de l'État. Et ensuite, dans un deuxième temps, on se posera la question donc de la prise du pouvoir en Occident, quelle voie pour la prise du pouvoir en Occident en débat entre Lénine et Poulantzas. Et dans une dernière partie, on s'intéressera à la question de l'État dans la transition, là aussi en comparant stratégie poulantzasienne et stratégie léniniste. Alors, première partie, en quoi est-ce que Poulantzas permet ou pas de renouveler la conception marxiste du pouvoir et de l'État ? Dans le marxisme classique, on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de théorie systématique de l'État capitaliste. Il y a des indications extrêmement précieuses que Marx, Engels fournissent, qui vont être ensuite récapitulées et synthétisées par Lénine dans l'État et la Révolution et dans les articles que Lénine va être amené à élaborer au cours même du processus révolutionnaire en Russie, mais il n'y a pas de théorie systématique. On dit même que Marx avait prévu de le faire. On a des plans de manuscrits que Marx avait prévu de faire, une étude vraiment plus systématique de la place et de la fonction de l'État dans un mode de production capitaliste, mais ça n'a pas été fait. Pendant longtemps, c'est donc la façon dont Lénine reconstruit cette théorie marxiste de l'État dans l'État et la Révolution qui va occuper une place centrale, non seulement pour le mouvement ouvrier, mais aussi dans les débats théoriques et politiques de ce qu'aujourd'hui on appelle la gauche radicale, mais qu'à l'époque on appelait juste soit la gauche, soit le mouvement ouvrier, révolutionnaire, etc. Donc cette théorie-là va occuper une place centrale, mais à partir des années 50, 60 et ensuite 70, du fait à la fois de la dégénérescence de l'URSS, de la transformation de la pensée léniniste en une série de dogmes récapitulés sous le vocable de marxisme-léninisme, qui était une espèce de simplification extrême de la pensée de Lénine, etc., la théorie marxiste et léniniste de l'État va subir tout un tas de critiques de plus en plus importantes. Et parmi ces critiques, notamment dans les années 60 et 70, va s'élaborer un autre paradigme pour appréhender la question du pouvoir, qui s'oppose explicitement à la conception marxiste de l'État et qui va progressivement gagner la centralité dans les pensées de l'émancipation de l'époque. Cette théorie, c'est la théorie du micro-pouvoir de Foucault. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur la façon et tout ce que Foucault élabore, mais c'est intéressant de noter que Foucault il construit explicitement sa théorie contre ce qu'il nomme la conception statocentriste du pouvoir, qui caractérise selon lui la pensée marxiste, et en particulier la pensée de Lénine, et ce qu'il appelle une conception statocentrique de l'État, c'est une conception du pouvoir qui se centre sur la question de la prise du pouvoir d'État. Effectivement, chez les marxistes, la question du pouvoir, elle se pose en termes d'État, c'est-à-dire que l'État incarne un lieu stratégique d'organisation du pouvoir dans une société. Et contre cette approche-là, Foucault met l'accent sur la part du pouvoir qui échappe à l'État, autrement dit non sur la concentration du pouvoir dans l'État, mais sur sa dispersion dans le corps social. Il écrit par exemple, je le cite, « Le pouvoir n'est pas quelque chose qui s'acquiert, qui s'arrache ou qui se partage. Ça n'est pas quelque chose qu'on garde ou qu'on laisse échapper. Le pouvoir n'est pas une institution, ce n'est pas non plus une structure. » Alors, c'est pas le lieu, comme je disais, de revenir sur l'ensemble de la théorie de Foucault, mais on peut simplement retenir l'idée que Foucault, il développe une conception diffuse, réticulaire aussi du pouvoir. Et ce petit détour par Foucault, il est intéressant, enfin, il est important pour comprendre Poulantzas, parce que, en quelque sorte, Poulantzas, qui élabore lui aussi dans ces années, puisque Poulantzas, il écrit en gros de 1968 à 1979, quand il va mourir et se suicider. Poulantzas, c'est un des premiers marxistes à essayer de prendre au sérieux le défi que représente l'œuvre de Foucault, et à travailler à une tentative de réappropriation critique de certaines des thèses de Foucault sur la question du pouvoir. Il reprend notamment à Foucault ce qu'on appelle une
sa conception relationnelle de l'État. C'est-à-dire l'idée, comme je disais juste avant, que le pouvoir, ça ne serait pas une quantité ou une chose, mais que le pouvoir s'entend, je cite Poulantzas cette fois-ci, comme la capacité d'une ou de certaines classes à réaliser leurs intérêts, c'est-à-dire le pouvoir d'une classe, de la classe dominante. Ça ne signifie pas une substance que cette classe tiendrait entre ses mains, mais que le champ du pouvoir est strictement relationnel. En même temps qu'il intègre certains des traits de l'approche de Foucault, Poulantzas va lui adresser une série de critiques, notamment sur le fait que Foucault réduise le pouvoir à quelque chose de micro, de diffus, qui en fait ne s'incarnerait dans aucun lieu, et à cette conception exclusivement diffuse du pouvoir, Poulantzas va mettre la focale, ou va mettre en lumière que le pouvoir, il a quand même une certaine matérialité. L'État, certes, dit Poulantzas, ça n'est pas une chose, mais ça n'est pas non plus qu'un rapport social. C'est, je le cite, la condensation matérielle d'un rapport de force. Autrement dit, Poulantzas met encore une fois en lumière le fait que le pouvoir s'incarne dans une ossature spécifique, les institutions, et que l'État est bien un lieu et un centre d'exercice du pouvoir. D'où sa célèbre citation qui est reprise à tire-larigot un peu par tout le monde et qui, je crois, si on ne fait pas cette explicitation par Foucault, n'est pas franchement compréhensible. Je cite Poulantzas, « L'État est la condensation matérielle spécifique d'un rapport de force qui est un rapport de classe. » Alors à partir de cette conception relationnelle et à la fois matérielle du pouvoir, Poulantzas va formuler une thèse importante, qui est aussi une thèse dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est la thèse de l'autonomie relative de l'État par rapport aux classes dominantes. Dans cette thèse de l'autonomie relative, les deux termes sont importants, autonomie et relative. L'État est toujours un état de classe, dit Poulantzas, mais il est en partie autonome des classes dominantes. Il est en partie autonome pour deux raisons. La première, dit Poulantzas, c'est que les classes dominantes, elles ne sont pas homogènes. Elles ne l'ont jamais été et elles ne peuvent pas l'être. La division du travail, qui est l'essence de la société capitaliste, affecte non seulement, dit Poulantzas, les classes dominées, mais aussi les classes dominantes. Et les classes dominantes aussi se retrouvent divisées en différentes fractions de classes. Capital industriel, capital financier, capital commercial, armée, personnel politique, intellectuel dominant, etc., etc. Et les intérêts de ces différentes fractions de classe ne sont pas forcément, ne coïncident pas forcément a priori, et l'État est précisément le lieu où peut se réaliser une unité, une harmonisation des intérêts de ces différentes fractions de classe. C'est justement par l'État que peut se constituer, dit Poulantzas, un bloc au pouvoir, c'est-à-dire une coalition, entre guillemets, des différentes fractions de classe sous l'hégémonie de l'une d'entre elles. Autrement dit, l'autonomie relative de l'État, c'est une conséquence du caractère pluriel, différencié des classes dominantes. La deuxième raison qui justifie, selon Poulantzas, l'autonomie relative de l'État par rapport aux classes dominantes, c'est que la bourgeoisie n'est pas toujours la mieux placée pour défendre ses propres intérêts. Il s'appuie sur des analyses que Marx a notamment fait au XIXe siècle sur le phénomène bonapartiste pour montrer que parfois, dans l'histoire, les classes dominantes ne sont pas en capacité de sacrifier leurs intérêts à court terme pour leurs intérêts à long terme et que donc, en quelque sorte, l'État peut être précisément un lieu pour organiser l'intérêt de long terme sur l'intérêt de court terme, y compris au besoin en réprimant la tentation des classes dominantes d'assouvir leurs intérêts immédiats qui pourraient contrevenir à leurs intérêts à long terme. Par exemple, Marx utilise aussi, montre ce phénomène-là quand il dit, par exemple, comment est-ce que les lois sur la restriction du temps de travail au XIXe siècle, c'est quelque chose qui, évidemment, se fait sous pression des luttes du mouvement ouvrier, mais c'est quelque chose qui... l'intérêt de court terme des capitalistes, c'est de mettre au travail, d'exploiter au maximum la force de travail des ouvriers, et en même temps, s'ils détruisent la force de travail, leurs intérêts de long terme se retrouvent menacés. Donc en fait, Poulantzas montre que l'existence d'un État relativement autonome, c'est aussi une façon de contrecarrer cette tendance qu'a la bourgeoisie à commettre des erreurs en quelque sorte. L'autonomie relative de l'État aurait, selon Poulantzas, également des conséquences du point de vue de son rapport avec les classes dominées, puisque
Pour Poulantzas, l'État exprime une condensation matérielle du rapport entre les classes dominantes, mais aussi une condensation matérielle du rapport de force entre les classes dominantes et les classes dominées. Autrement dit, cette conception, c'est la partie qui est la plus conceptuelle, hein. Après, enfin, je sais pas si, j'espère que je ne suis pas en train de vous assommer, mais autrement dit, pour Poulantzas, tout ça lui sert à montrer que l'État n'est pas un bloc monolithique, entièrement placé sous le contrôle de la bourgeoisie, mais un champ stratégique où classe et fraction de classe se livrent une lutte constante. Pour Poulantzas, tout ce détour par Foucault, etc., c'est parce que Poulantzas affirme qu'à travers cette théorie, il s'oppose à ce qu'il nomme une conception instrumentale de l'État qui caractériserait selon lui le marxisme avant lui, et notamment le marxisme de Lénine. Par conception instrumentaliste de l'État, Poulantzas entend, je le cite, un certain marxisme, le léninisme, toujours lié à une certaine tradition politique qui prétend nous fournir la réponse de point, l'État se ramènerait à la domination politique, en ce sens que chaque classe sociale, que chaque classe dominante confectionnerait son propre État à sa mesure et à sa convenance et le manipulerait ainsi à sa volonté selon ses intérêts. Toujours selon cette conception instrumentaliste de l'État, tout État ne serait en ce sens qu'une dictature de classe. Cette conception purement instrumentale de l'État réduit l'appareil d'État au pouvoir d'État. On verra que d'après Poulantzas, c'est cette même conception instrumentale de l'État qui serait, selon lui, responsable de la faillite de l'URSS et donc du léninisme. Alors, la question qu'on pourrait se poser, une première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la théorie de Poulantzas du pouvoir et de l'État, qui insiste sur le fait que l'État capitaliste, ça n'est pas un bloc monolithique, est-ce que c'est vraiment une conception nouvelle par rapport au léninisme et au marxisme? Et il me semble que, et on verra que c'est quelque chose qui en fait caractérise toute l'argumentation et la théorie de Poulantzas. Poulantzas, il ne cesse de s'opposer au léninisme en construisant une version caricaturale du léninisme, et il me semble que, aussi bien chez Marx que chez Lénine, on ne trouve pas de théorie selon laquelle l'État serait nécessairement un bloc monolithique. Au contraire, Marx et Lénine affirment bien que l'État renvoie au rapport de force entre les classes, et que donc aussi bien ses institutions, ses personnels, son type d'organisation, son type de relation au Marx, diffèrent et sont directement déterminés par la structure de classe, le rapport des classes entre elles, et par l'acuité des luttes sociales à une époque déterminée. D'ailleurs, c'est précisément parce que ni Lénine ni Marx n'ont une conception de l'État comme un espèce de bloc monolithique, contrairement à ce qu'affirme Poulantzas, que aussi bien Marx que Lénine plaident pour intervenir et mener des luttes au sein des appareils d'État, y compris de l'État tsariste, mais la différence essentielle entre l'approche de Marx, de Lénine, du marxisme révolutionnaire et l'approche de Poulantzas, c'est que pour Marx et pour Lénine, les classes sociales ne pourront jamais occuper des positions équivalentes dans l'État, et que les classes dominantes contrôlent en permanence les points les plus stratégiques de ce pouvoir d'État, et que c'est pour ça qu'elles détiennent la réalité du pouvoir, et que même si l'État condense un rapport de force entre les classes, comme dit Poulantzas, il n'en demeure pas moins l'instrument de domination par excellence de la bourgeoisie, et donc, même si on peut chercher à rendre plus sophistiquée une théorie de l'État, marxiste de l'État, pour ne pas simplement la réduire à une définition selon laquelle l'État, ça n'est que une bande d'hommes armés au service de la domination du capital, la question essentielle et centrale reste la même, à savoir comment, dans une perspective de transformation sociale, on se débrouille avec cet État-là qui, en dernière instance, reste toujours l'instrument des classes dominantes. On va voir que toute la théorie relationnelle et matérielle de l'État proposée par Poulantzas a des conséquences, cette fois-ci, sur un plan directement stratégique et politique, puisque, et là j'arrive dans ma deuxième partie où on va se poser la question de quelle voie pour prendre le pouvoir en Occident, Poulantzas assume explicitement que tout son travail ne se situe pas simplement sur un plan analytique, mais qu'au contraire, il dit vouloir élaborer, je le cite, une nouvelle stratégie pour penser la prise du pouvoir et la transition au socialisme. Cette fois-ci, Poulantzas explique que, selon lui, le modèle révolutionnaire légué par Lénine, par l'international communisme et en somme par la révolution d'octobre,
c'est un modèle qui serait entièrement marqué par la conception instrumentale et instrumentaliste de l'État dont je parlais avant, puisque, selon lui, la conception, le modèle révolutionnaire légué par Lénine reposerait sur une série de propositions, à savoir que l'État capitaliste serait considéré comme un simple instrument manipulable à volonté par la bourgeoisie, comme on le disait, que la lutte des masses populaires pour le pouvoir d'État, ça ne pourrait du coup prendre que la forme d'une lutte frontale, que la révolution, toujours selon Poulantzas, serait réduite à un événement de type grand soir, c'est-à-dire concentré sur un moment ponctuel, et que finalement, dans cette stratégie léniniste, prendre le pouvoir signifierait, ni plus ni moins, occuper les pièces maîtresses de l'État-instrument, contrôler les sommets et les appareils de l'État, comme si l'État était une simple citadelle. Contre ce modèle, Poulantzas va plaider pour ce qu'il appelle une voie démocratique au socialisme, qui constituerait, selon lui, une nouvelle hypothèse stratégique qui ne viserait pas à s'appliquer simplement aux pays capitalistes avancés, mais à l'ensemble des pays. Cette nouvelle stratégie, donc la voie démocratique au socialisme, appelle, d'après Poulantzas, aussi bien à rompre avec la dualité de pouvoir qu'avec la dictature du prolétariat. C'est-à-dire qu'il y a un lien indissociable, et on va le montrer même si on va analyser l'un puis l'autre, chez Poulantzas, entre l'hypothèse de voie démocratique à la prise du pouvoir et la forme de l'État dans la phase de transition. Concernant la prise du pouvoir, si, comme dit Poulantzas, l'État n'est pas une forteresse, alors, dans sa perspective à lui, il ne s'agit plus de parier sur une crise de l'État comme crise d'effondrement de l'État, et sur le développement et la centralisation d'organes de double pouvoir, qui constitue la quintessence de la stratégie léniniste, mais de parier sur un processus dans lequel la dualité de pouvoir traverse l'ensemble des appareils de l'État, et donc la révolution cesse, dans la conception de Poulantzas, d'être synonyme d'affrontement armé avec l'État, et Poulantzas appelle en ce sens à sortir d'un rapport militaire à la lutte de classe. Concrètement, quelle forme prend sa stratégie ? Poulantzas appelle à articuler ce qu'il appelle une lutte interne à l'État avec une lutte parallèle à l'extérieur des institutions de l'État. Et c'est là où, par exemple, c'est quelque chose qui résonne, on l'avait vu dans la dernière formation du cycle sur Lénine, où on disait que même sans convoquer Poulantzas, quand vous discutez avec des gens aujourd'hui, il y a cette espèce de conception de dire, en gros, il ne faut pas simplement parier sur la lutte de classe, etc., mais il faudrait articuler une lutte par en haut et par en bas. Il y a une autre manière de le dire dans la conscience un peu des gens qui seraient, vous savez, ces camarades qui vous disent moi je suis pour Anas dans la rue et Mélenchon dans les élections. De la même manière, c'est le débat aussi que, la façon dont Frédéric Lordon menait le débat avec nous dans son article sur la tartine de merde, en disant ils n'ont pas compris qu'il fallait articuler une lutte par en haut dans les institutions et une lutte par en bas. Et ben en quelque sorte, le théoricien, la matrice théorique de ce par en haut, par en bas, on peut en quelque sorte trouver sa version la plus sophistiquée pour Poulantzas, puisque la stratégie poulantzasienne consiste à articuler, je répète, une lutte interne à l'État, qui ne viserait pas, d'après Poulantzas, à substituer un autre type d'État à l'État capitaliste, mais qui prend la forme d'une lutte de résistance, d'une lutte d'accentuation des contradictions internes de l'État, avec une lutte parallèle à l'extérieur des institutions et des appareils, à partir d'une série de dispositifs, de réseaux, de pouvoirs populaires, dit Poulantzas, à la base, qui seraient des structures de démocratie directe qui, contrairement à la stratégie léniniste, ne viseraient pas à être centralisées pour remplacer l'État, mais à s'articuler avec la première. C'est cette articulation entre ces deux types de luttes qui permettrait, toujours d'après Poulantzas, de distinguer ce qu'il appelle sa voie démocratique au socialisme d'une voie réformiste classique, puisque, d'après Poulantzas, une stratégie réformiste classique s'en tiendrait à simplement la lutte par en haut, dans les institutions de l'État, alors que lui dit, en gros, faut marcher sur nos deux jambes, et c'est ça qui soi-disant, permettrait de dessiner une troisième voie entre stratégie révolutionnaire et stratégie réformiste. Alors, il y a plusieurs objections à faire à cette stratégie, à cette voie démocratique au socialisme, qui me semblent importantes, il y en aurait sans doute plus. Je vais en donner 3. La première objection à cette voie démocratique au socialisme, c'est que
Contrairement à ce qu'affirme Poulantzas, le léninisme ne nie pas l'existence de contradictions dans l'État bourgeois, et le léninisme, la stratégie léniniste, ne nie pas non plus l'importance de peser sur ces mêmes contradictions. Poulantzas accuse la stratégie de la révolution prolétarienne, de la stratégie léniniste, d'envisager la révolution sous un rapport d'extériorité absolue vis-à-vis de l'État bourgeois, mais il me semble que cette accusation est sans fondement. Le léninisme, je viens de le dire, ne nie pas que l'État soit traversé par des contradictions, et en quelque sorte, le léninisme ne nie pas la nécessité d'une lutte de position. En fait, Lénine théorise au contraire, en son temps, une bataille avec certains courants qu'il appelle le gauchisme ou d'ultra-gauche, sur le fait qu'il est absolument décisif d'intervenir dans tous les champs, dans toutes les institutions, dans toutes les brèches données par la démocratie bourgeoise. Et y compris, je le disais, il est même pour intervenir, pour accentuer des contradictions au sein d'États même plus réactionnaires que des États capitalistes démocratiques, puisque il est par exemple, y compris pour participer à des élections dans le cadre de l'État tsariste en 1905. Mais donc le point de clivage entre Lénine et Poulantzas, ça n'est pas que Lénine refuserait d'utiliser les brèches ouvertes par la démocratie bourgeoise ou de lutter aussi par en haut, mais le point de clivage fondamental, c'est que chez Poulantzas, cette guerre de position constitue par elle-même la transformation de la société et de l'État, alors que pour nous, pour les léninistes, ça n'est qu'une préparation en vue de réunir les forces pour l'épreuve de force. Autrement dit, quand Lénine appelle à intervenir dans toutes les institutions de l'État, ce n'est pas parce qu'il croit qu'il va pouvoir modifier par cette lutte les appareils d'État et prendre ainsi le pouvoir, mais c'est plutôt parce qu'il pense que cette lutte peut, d'une part, disloquer le pouvoir d'État comme lieu et centre d'organisation des intérêts de la bourgeoisie en essayant de fracturer, de peser sur les contradictions qui peuvent exister dans le camp d'en face. Mais c'est d'abord et surtout parce que cette lutte à l'intérieur des institutions ou des brèches données par la démocratie bourgeoise peut permettre de renforcer la centralisation et la stratégie de double pouvoir des classes opprimées. Vous savez, c'est le concept qu'on utilise, qu'on mobilise souvent, de centre de gravité. C'est-à-dire que, en quelque sorte, la différence entre la façon dont les léninistes articulent les luttes par en haut et les luttes par en bas, et la façon dont les réformistes, LFI, Poulantzas, etc., articulent la lutte par en haut, par en bas, c'est que nous, on reste extrêmement clair sur le fait que le centre de gravité de notre stratégie, c'est l'intervention, le développement et la centralisation des organes de double pouvoir en extériorité de l'État bourgeois. Autrement dit, Lénine, mais Gramsci aussi, qui a beaucoup repris à son compte tout ça, ont accordé beaucoup d'importance à la question de la guerre de position, c'est-à-dire à la lutte, encore une fois, dans les institutions, à condition de ne pas perdre de vue que cette lutte ne vaut pas comme une fin en soi, mais comme point d'appui pour renforcer une stratégie de mouvement. La deuxième objection qu'on peut faire à la stratégie de voie démocratique au socialisme, c'est que cette stratégie fait l'impasse sur le moment qu'on peut appeler d'épreuve de force inévitable qui a lieu dans tout processus révolutionnaire. Le schéma de Poulantzas, donc articulation d'une lutte interne à l'État et d'une lutte externe, comporte, à mon avis, un point aveugle important, à savoir le caractère antagonique entre les institutions de l'appareil d'État bourgeois et les comités de double pouvoir, les comités de double pouvoir. La dualité de pouvoir de la stratégie léniniste, elle part au contraire de ce caractère antagoniste qui se vérifie au cours de l'histoire, au cours de toutes les révolutions qu'on peut prendre. Par exemple, si vous voyez la révolution russe, précisément le processus révolutionnaire qui s'ouvre en Russie avec la chute du tsarisme en 1917 et l'apparition à la fois d'un gouvernement provisoire qui est dirigé par la bourgeoisie libérale de l'époque et les soviets, les conseils qui regroupent les délégués élus des travailleurs dans les campagnes, dans l'armée, etc. Et ben c'est précisément l'histoire d'une tension, d'une lutte entre deux pouvoirs antagoniques qui se résout finalement par la prise du pouvoir de ces mêmes conseils, de ces mêmes soviets en octobre 1917. Mais au-delà de la révolution russe, on peut penser à d'autres expériences révolutionnaires, par exemple la révolution allemande, le Portugal, etc. Il y a une tension entre ces deux types de pouvoir parce que
tout simplement, ils incarnent des pouvoirs de classe différents. Dès lors, quand apparaissent ces centres de pouvoir alternatifs, ces conseils, ces comités d'usines, de pouvoir alternatifs, la question qui se pose, c'est quelle orientation les militants doivent-ils défendre, et la stratégie léniniste parie sur le fait qu'il faut les développer, les stimuler, les centraliser, et que à partir de ces pouvoirs-là, il faut batailler la légitimité de l'État bourgeois, qui, en période révolutionnaire, devient le centre d'organisation, pas simplement de la bourgeoisie, mais même de la réaction, c'est-à-dire de la contre-révolution. En niant le caractère antagonique des institutions bourgeoises et des institutions de pouvoir ouvrier des conseils, Poulantzas en vient à évacuer le moment de l'épreuve de force entre ces deux forces sociales et politiques. Or, ce moment d'épreuve de force me semble inévitable, et la vérification de toute stratégie, c'est la façon dont elle prend en compte précisément ce moment de vérité. Et ceux qui, comme Poulantzas dit, il faut un peu de lutte dedans, un peu de lutte dehors, et réussir à articuler les deux, ne prennent pas en compte cet affrontement décisif, et c'est un silence qui en lui-même est éloquent, puisqu'il revient à considérer que la révolution, ça n'est pas la révolution, c'est finalement simplement un long processus graduel dans lequel il n'y a pas d'épreuve de force, mais au contraire une transformation graduelle de l'État. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que Poulantzas revendique lui-même, puisque il dit que sa stratégie de voie démocratique au socialisme, elle est liée au fait qu'il pense impossible qu'une situation révolutionnaire en Occident puisse se développer, mais il conteste également l'idée que la prise du pouvoir puisse prendre la forme d'une rupture, et à l'idée que la prise du pouvoir se résout par une rupture avec le mode de production, avec les rapports capitalistes, il privilégie le scénario de rupture successive et d'un long processus. In fine, on pourrait dire que cette voie démocratique au socialisme, c'est une énième forme de gradualisme. Et d'ailleurs, que la stratégie de Poulantzas, ça se réduise effectivement à une énième forme de gradualisme, c'est ce que montrent les expériences pratiques. Et donc ma troisième objection à cette stratégie, c'est en quelque sorte l'épreuve de la pratique, puisque il est possible de voir un petit peu qu'est-ce qu'a donné cette stratégie une fois qu'elle s'est incarnée concrètement. Et d'ailleurs, quelque chose qui frappe quand on étudie de près la stratégie de Poulantzas, c'est que en dépit en quelque sorte du niveau de sophistication avec laquelle Poulantzas la défend, en réalité, la stratégie élaborée par Poulantzas, elle a rien de nouveau, y compris à son époque, puisque, en quelque sorte, on peut même considérer que la première fois où cette stratégie de voie démocratique au socialisme, elle est élaborée de façon cohérente, c'est en 1910, dans un débat qui oppose Karl Kautsky à Rosa Luxembourg, puisque, à ce moment-là, Kautsky distingue contre Luxembourg deux stratégies. La stratégie dite de l'affrontement, qui vaudrait pour les pays arriérés économiquement, socialement, comme la Russie, et une stratégie que lui appelle la stratégie de l'usure, qui parie sur, non pas la destruction de l'État bourgeois, mais sur, je le cite, un déplacement de force au sein de l'État. Quand vous lisez Kautsky en ayant Poulantzas en tête, c'est d'ailleurs extrêmement frappant comment est-ce que certaines formules qu'utilise Poulantzas, c'est quasiment mot pour mot des formules que utilisait déjà Kautsky. C'est aussi assez intéressant parce que Kautsky, c'est donc un grand dirigeant du Parti social-démocrate allemand qui va devenir un des principaux opposants à Lénine en son temps. En quelque sorte, cette référence à Kautsky, c'est pas pour faire un exercice d'érudition, mais c'est parce que ça permet d'opposer aux partisans de la stratégie de la voie démocratique au socialisme les leçons pratiques de l'histoire, puisque la stratégie de Kautsky, la stratégie d'usure de Kautsky, ça a été un échec et ça n'a pas conduit à l'usure de l'État capitaliste, mais au contraire à l'usure du mouvement ouvrier allemand. On connaît la position du SPD au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale, qui s'est aligné sur les crédits de guerre et sur le fait de rallier les intérêts de la bourgeoisie allemande dans la guerre impérialiste. Mais on connaît aussi le rôle de Kautsky dans la révolution allemande de 1918, dans celle de 1923, et y compris on peut prendre des exemples plus récents, sans remonter aussi loin, mais la voie démocratique au socialisme de Poulantzas, elle est systématiquement mobilisée dans des expériences et des configurations politiques qui ont
in fine mener à des expériences social-démocrates classiques. Par exemple, Poulantzas, quand il écrit et quand il fonde sa voie démocratique au socialisme, il a en tête la situation en France des années 70, qui est marquée par l'espoir que porte le programme commun entre le Parti socialiste et le Parti communiste. Poulantzas, il est extrêmement... il est plein de confiance envers cette possibilité d'une voie au socialisme qui serait préfigurée par le programme commun. On connaît malheureusement la suite du programme commun et de la victoire de Mitterrand en 81 qui, bien loin de constituer une voie démocratique au socialisme, a au contraire constitué une voie démocratique à la contre-révolution néolibérale avec le tournant de 83, etc. Et de la même manière, on avait des débats en 2015 avec des camarades soit du NPA, soit hors du NPA en France en France et même à l'international sur Tsipras et sur la stratégie de Syriza et plusieurs théoriciens marxistes mobilisaient Poulantzas pour expliquer que la stratégie de Syriza était à soutenir parce que c'était précisément une stratégie qui pariait sur le fait que par en haut, par l'accession de Syriza au pouvoir et par en bas, on allait pouvoir non seulement en finir avec l'austérité en Grèce, mais y compris incarner une rupture avec les politiques libérales, etc. Et là aussi, malheureusement, encore plus rapidement qu'en 81 jusqu'en 83 en France, la stratégie poulantzasienne de voie démocratique au socialisme a mené à un échec total et c'est parce que il me semble qu'il n'existe pas de troisième voie entre la voie réformiste classique et la voie révolutionnaire léniniste et que cette confusion entretenue par la voie démocratique au sujet de l'État bourgeois, elle est en soi extrêmement dangereuse parce qu'extrêmement désarmante vis-à-vis du mouvement social et des masses. Alors j'en viens à ma troisième et dernière partie sur la question de que faire, que devient l'État dans la phase de transition au socialisme, puisque, on l'a dit, la voie démocratique au socialisme telle que développée par Poulantzas, elle n'est pas simplement une remise en cause de la stratégie léniniste de prise de pouvoir, mais c'est aussi une révision de la façon avec laquelle Marx, Lénine et les marxistes révolutionnaires pensent la question de l'État dans la phase de transition. Je bois. Dans le schéma classique de Marx, de Lénine et du marxisme révolutionnaire, la phase de transition ne peut prendre que la forme de ce que Marx, ce que Lénine, etc., appellent la dictature du prolétariat. Micro-parenthèse, je reviens pas sur le fait que le terme de dictature du prolétariat est évidemment extrêmement dévoyé au cours du XXe siècle, mais que ni pour Marx évidemment, ni même pour Lénine, la dictature du prolétariat prend la forme d'une dictature du parti-État sur le reste de la société, mais au contraire, pour Marx, Lénine, Engels, etc., la dictature du prolétariat, c'est la dictature de la majorité sur la minorité, c'est la forme que prend le pouvoir de la classe des producteurs sur les anciennes classes dominantes et exploiteuses, et qui était un concept stratégique dans le marxisme révolutionnaire parce qu'il indiquait le fait que la destruction de l'État capitaliste et son remplacement par un autre type d'État basé sur les organes de double pouvoir qui étaient ceux qui avaient justement réussi à prendre le pouvoir sur l'État bourgeois. Poulantzas va procéder à une révision de cette thèse de la destruction et du bris de l'État et y oppose ce qu'il appelle la thèse de la transformation de l'État. Pour Poulantzas, c'est cette ligne politique de double pouvoir, substitution radicale de la démocratie représentative par la seule démocratie directe à la base, qui serait, d'après lui, le facteur principal de ce qui s'est passé en Union soviétique, à savoir la dégénérescence de la révolution russe. Là aussi, Poulantzas essaye de se positionner comme quelqu'un qui inventerait une troisième voie entre deux voies qui seraient rentrées dans une impasse, puisqu'il appelle à sortir du dilemme dans lequel s'est enfermée, selon lui, la gauche, entre, d'une part, ceux qui défendraient le fait qu'il faut maintenir dans la phase de transition l'État existant et s'en tenir à la seule démocratie représentative à laquelle on apporterait des modifications secondaires, qui est en gros la proposition social-démocrate classique, mais se tenir aussi à l'écart de ce qu'il appelle, la façon dont il reconstruit lui la stratégie léniniste, qui
qui en reviendrait à se tenir à la seule démocratie directe à la base. Il écrit, je le cite, « Le problème essentiel d'une voie démocratique au socialisme et d'un socialisme démocratique est le suivant. Comment saisir une transformation radicale de l'État en articulant l'élargissement et l'approfondissement des institutions de la démocratie représentative et des libertés avec le développement et le déploiement des formes de démocratie directe à la base. » Là aussi, on a l'articulation, on retrouve en fait en quelque sorte l'articulation dont on parlait tout à l'heure entre une lutte à l'intérieur de l'État et une lutte à l'extérieur de l'État. Là, y compris dans la conception qu'il se fait de l'État de transition, on retrouve l'idée de combiner, d'articuler une démocratisation de l'État bourgeois avec un développement de organes de démocratie à la base, de démocratie directe, de démocratie à la base. Autrement dit, dans le socialisme démocratique tel que défini par Poulantzas, la prise du pouvoir d'État est concomitante à la transformation de ces appareils. Poulantzas appelle à abandonner une stratégie de double pouvoir et à poser la question de façon différente. Donc je le disais, dans la conception de Poulantzas, il ne s'agit plus de détruire ou de briser l'appareil d'État, terme qui était employé par Marx, par Engels, par Lénine, mais qui, selon Poulantzas, aurait fini par désigner historiquement quelque chose avec lequel il faudrait rompre, puisque, d'après Poulantzas, détruire l'État bourgeois reviendrait à éradiquer toute forme de démocratie représentative et donc de liberté politique et individuelle au profit exclusif de démocratie directe à la base. Donc, il ne faudrait plus employer le terme de brisure ou de destruction, dit Poulantzas, mais préférer celui de transformation de l'État, qui, encore une fois, se combinerait par une action à l'intérieur de l'État et une action des masses sur ce même État. Alors, là aussi, il me semble qu'il y a plusieurs objections qui sont à faire, qui sont à la fois liées au fait que Poulantzas... qui sont à la fois liées au fait que Poulantzas reconstruit une conception léniniste qui est une conception caricaturale et fausse de ce qu'est le léninisme, mais qui sont aussi liées à des erreurs politiques et stratégiques de Poulantzas. Et là aussi, je vais me borner à indiquer 3 objections. La première objection à cette conception de la transformation de l'État bourgeois, c'est que cette conception procède d'une fétichisation de la démocratie bourgeoise. Dans la conception de Poulantzas, tout se passe comme si la destruction de l'État bourgeois à laquelle appellent le léninisme et le marxisme révolutionnaire reviendrait nécessairement à supprimer les libertés politiques et individuelles. Autrement dit, chez Poulantzas, les libertés démocratiques et individuelles sont identifiées aux institutions de l'État bourgeois sous sa forme démocratique parlementaire. En disant ça, Poulantzas reconduit un mythe extrêmement puissant et extrêmement fort, qui est celui qui sert même de une des principales armes idéologiques de la bourgeoisie, à savoir propager l'idée que les libertés individuelles et démocratiques devraient nécessairement s'incarner dans les institutions de la démocratie telles que la démocratie représentative bourgeoise les a incarnées. Il me semble que cette identification-là est erronée et que c'est à la fois se méprendre sur l'origine de ces institutions et à la fois se méprendre sur le caractère prétendument démocratique de ces institutions. Pourquoi est-ce que je dis que c'est se méprendre sur l'origine de ces institutions? C'est parce que l'argument principal de Poulantzas pour défendre la pérennité des institutions de la démocratie bourgeoise dans la phase de transition et dans le socialisme et le communisme, c'est parce que, selon Poulantzas, les institutions démocratiques bourgeoises seraient le produit des luttes des masses sur l'État. Pour Poulantzas, le Parlement, le suffrage universel, etc., toutes ces libertés démocratiques de l'État bourgeois sont exclusivement pensées comme des conquêtes des masses sur l'État. Or, il me semble que c'est se méprendre sur les origines de ces institutions, puisque
le Parlement, ça n'a rien d'une institution qui serait forcément une institution démocratique. À l'origine, le Parlement, c'est une institution typiquement bourgeoise qui est née qui est destinée à contrôler l'emploi des impôts qui sont payés par la bourgeoisie. Et c'est d'ailleurs pour ça que, au début, la bourgeoisie est extrêmement opposée au suffrage universel, puisque c'est un suffrage censitaire qui est lié au fait de payer des impôts et donc de pouvoir décider à la fois contre les masses, mais aussi contre les classes féodales, de comment est-ce que ces impôts sont utilisés. Le suffrage universel est effectivement, pas dans tous les pays, mais par exemple en France, une conquête imposée par le mouvement ouvrier à une bourgeoisie récalcitrante. Et de même, on pourrait dire la même chose sur la liberté d'association, de manifestation, la liberté de la presse, etc. Mais ça n'est pas l'exclusivité de la bourgeoisie bourgeoise, de la démocratie bourgeoise, pardon, puisque contrairement à ce que sous-entend Poulantzas, ni Marx ni Lénine ne théorisent le fait que le suffrage universel viendrait à disparaître dans le cadre d'une démocratie ouvrière ou dans le cadre d'une démocratie, d'un système des soviets. Et que on le verra, mais que cette question du suffrage universel dépendra des conditions concrètes de la lutte de classe dans la phase de transition. Par ailleurs, je disais que assimiler, comme le fait Poulantzas, les libertés démocratiques et les institutions bourgeoises, c'est se méprendre sur le caractère démocratique de ces mêmes institutions, puisque en réaction à ces conquêtes, notamment du suffrage universel, la bourgeoisie s'est en quelque sorte réadaptée, et notamment à mesure que les institutions et que le Parlement permettaient l'expression d'une souveraineté populaire, la bourgeoisie et l'État bourgeois s'est réagencé en donnant un poids de plus en plus croissant aux organes du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif et représentatif. Il me semble que c'est par ailleurs oublier un des fondamentaux de la théorie marxiste de l'État, à savoir que même la meilleure des démocraties bourgeoises reste toujours nécessairement une démocratie limitée et une démocratie tronquée. Une démocratie limitée parce qu'il existe une foultitude de dispositifs répressifs, juridiques, législatifs qui existent pour contrecarrer la possibilité d'une expression et d'une souveraineté populaire dans la démocratie bourgeoise. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement visible aujourd'hui, où l'ensemble des démocraties bourgeoises jette le masque, entre guillemets, et avance toujours plus vers des formes d'autoritarisme. Et en France, on le voit, il y a tous les jours des nouveaux exemples de à quel point est-ce que cette démocratie bourgeoise, il y a tout un tas de ressorts pour faire en sorte que les classes dominantes, dans les périodes de crise, puissent passer outre les décisions populaires. Mais par ailleurs, même là, dans le cadre, même si on imaginait une démocratie bourgeoise où toutes ces limitations n'existeraient pas, il resterait toujours une chose absolument fondamentale dans les démocraties bourgeoises, à savoir que même l'égalité politique la plus parfaite ne remet pas en cause, mais au contraire présuppose l'inégalité structurelle dans les rapports sociaux. C'est-à-dire que l'égalité politique, la démocratie bourgeoise, fonctionne sur une séparation avec les rapports sociaux, et donc les citoyens sont libres et égaux en droit, et pourtant, dans leur expérience matérielle de tous les jours, ces citoyens sont régis par des rapports d'exploitation et il y a une formule de Marx que je trouve assez, que je vais citer de tête, où il dit le pouvoir des travailleurs ne peut pas cohabiter avec leur esclavage social. C'est-à-dire que même la meilleure des démocraties politiques, si elle ne remet pas en cause le pouvoir social d'une minorité sur l'ensemble de la majorité, on voit bien que c'est une démocratie qui reste par essence tronquée. Dire tout cela, ça n'implique pas que le léninisme soit indifférent à la forme précise que revêt l'État bourgeois et au degré d'extension des libertés démocratiques. Évidemment que on n'est pas indifférent à que dire tout ça, pointer les limites fondamentales de toute démocratie bourgeoise, ça ne veut pas dire que
tous les régimes se valent et que, grosso modo, on s'en fout parce qu'en dernière instance, tous les régimes sont des dictatures de la bourgeoisie. Et d'ailleurs, en ce moment même, ma camarade Ariane est en train de faire une introduction sur ce qu'on appelle dans notre tradition le programme démocratique radical, qui est précisément que je vous invite à regarder par la suite. Filmé, mais ça veut dire que tout en défendant les conquêtes démocratiques, on ne doit pas masquer le fait que même la démocratie, encore une fois, même la démocratie la plus représentative, la plus démocratique, est une forme limitée et tronquée de démocratie. La deuxième objection qu'on peut faire à l'idée de transformer l'État bourgeois, c'est que, contrairement à ce qu'affirme Poulantzas, la dictature du prolétariat et la démocratie ouvrière, c'est une forme bien supérieure de démocratie que la meilleure des démocraties bourgeoises. Fondamentalement, la démocratie conseilliste ou démocratie soviétique, c'est-à-dire la démocratie qui s'appuie sur le développement des conseils ouvriers et populaires, et non pas sur les institutions bourgeoises, c'est une forme supérieure de démocratie car c'est une forme institutionnelle qui permet de réinscrire les fonctions étatiques au sein même de la société. Si on comparait la démocratie conseilliste avec la démocratie bourgeoise, on peut lister une série de choses qui permettent de montrer pourquoi c'est beaucoup plus démocratique. Alors que dans la démocratie bourgeoise s'appuie sur la séparation des pouvoirs qui, comme on le disait, a un caractère fictif puisque elle est remise en cause dès lors que le pouvoir de la bourgeoisie est menacé. La démocratie des soviets oppose l'idée d'un corps agissant, dit Marx, c'est-à-dire d'organes qui sont à la fois législatifs et exécutifs. Les soviets, ils sont élus pas simplement pour discuter sur la politique, mais aussi pour exécuter leurs propres résolutions. De la même manière, le pouvoir judiciaire, il reste séparé, mais il perd son indépendance par rapport à la question du vote et de la participation populaire, et donc les juges, dans une démocratie des soviets, sont aussi élus. De la même manière, à l'autonomisation des élus sur laquelle repose la démocratie bourgeoise, c'est-à-dire le fait qu'une fois qu'on est élu en démocratie bourgeoise, en fait, on peut plus rien faire et on est élu pendant 5 ans, etc. et on n'est pas contrôlé, etc. La démocratie conseilliste oppose la responsabilité et la révocabilité des élus. C'est un principe qui... Ce principe, il implique d'étendre l'influence des représentés au-delà de la seule possibilité de sanctionner a posteriori les élus, et il donne le pouvoir aux représentés de pouvoir déterminer réellement la ligne de conduite politique à suivre. Et cette mesure de la responsabilité et de la révocabilité, elle vise essentiellement à réduire la séparation entre représentants et représentés, et elle va de pair, dit Marx, sur la base de l'expérience de la Commune, avec la fin des privilèges des élus, à savoir que dans la démocratie conseilliste, il n'y a pas des fonctionnaires et des hauts fonctionnaires qui sont payés 10 fois plus qu'un ouvrier, mais au contraire, il y a une révocabilité, une responsabilité, mais aussi une fin de tous ces privilèges. Et à l'évincement des masses de la politique sur laquelle repose la démocratie bourgeoise, au contraire, la démocratie conseilliste met en place de façon volontariste tout un tas de moyens, aussi bien politiques que matériels, pour faciliter et stimuler la participation active et directe des classes populaires dans les affaires publiques, et ça peut passer par toute une série de mesures. Par exemple, déjà, la question de la baisse du temps de travail, parce que c'est évident que si on est exploité pendant 8-10 heures par jour, et en fait, on ne peut pas se préoccuper des affaires politiques, mais aussi des mesures comme la fin du secret commercial, la fin du secret d'État, bref, toutes les mesures qui, dans la démocratie bourgeoise, visent à éloigner, à tenir à l'écart les masses de la politique. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme Poulantzas, la différence essentielle entre les mécanismes électoraux des institutions bourgeoises et les mécanismes électoraux des institutions conseillistes ne porte pas sur la question du suffrage universel. Même Lénine, Trotsky, etc. n'ont jamais théorisé le fait que, avec la dictature du prolétariat, devait forcément venir la fin du suffrage universel, et donc
du suffrage des votes pour les classes dominantes. Ils insistent au contraire sur le fait qu'en Russie, l'éviction du vote des classes dominantes était liée à la façon dont la révolution se menait en Russie et que cette question pourrait se poser de manière différente dans d'autres processus révolutionnaires. Ce qui change fondamentalement, c'est la façon d'organiser le socle électoral. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en démocratie bourgeoise, le socle électoral, il est basé exclusivement sur une forme territoriale qui procède du vote comme somme d'individus atomisés et dispersés, et non pas sur des formes, et non pas sur un socle électoral qui procède des lieux de travail et de la vie sociale. Dans une démocratie conseilliste, c'est pas une division par région un peu abstraite qui, le plus souvent, ces divisions, elles sont là pour favoriser les classes dominantes, mais c'est au contraire, depuis les lieux de travail et les lieux de la vie sociale, entendus au sens large, hein, donc les lieux de travail, d'études, de vie, que s'élaboreront les votes et l'élection des conseils. Évidemment, ensuite, ces conseils qui se regroupent à des niveaux locaux se regrouperaient et se rattacheraient ensuite à un niveau régional, national, etc. Autrement dit, dire que le socle électoral ne procédera plus de division territoriale comme dans le cadre de la démocratie bourgeoise ne résout pas tous les problèmes, et notamment une des questions fondamentales qui se pose et qui va se poser dans le cadre de la démocratie conseilliste, c'est la question de savoir comment articuler les deux impératifs de la dictature du prolétariat, à savoir d'une part une décentralisation maximale pour favoriser la large participation de toutes les masses à la vie politique, et l'enjeu, l'impératif d'une certaine forme de centralisation, non seulement pour défendre la révolution face aux tentatives contre-révolutionnaires des anciennes classes dominantes, mais aussi pour pouvoir réorganiser la production, organiser la planification socialiste, et on voit bien que on ne pourra pas simplement prendre ce type de décision simplement à un niveau local des collectifs de travail, et donc il faudra réussir à trouver et à élaborer une architecture institutionnelle pour essayer de combiner ces deux impératifs. Et de ce point de vue-là, la révolution russe, elle ne nous sert pas simplement d'exemple par ses succès et ses acquis, mais aussi par ses erreurs. Et une des leçons que va tirer Trotsky dans les années 30 de l'expérience de la dégénérescence de l'État soviétique, c'est que l'interdiction des partis socialistes et du débat entre forces politiques qui reconnaissent la légitimité des soviets était une erreur et qu'il faudra faire différemment, c'est-à-dire en reconnaissant le principe du pluripartisme soviétique, c'est-à-dire l'idée que dans ces soviets, une lutte politique continue à exister entre différentes tendances au sein du prolétariat. Troisième objection qu'on peut faire à la façon dont Poulantzas pense cette question de la transformation de l'État bourgeois, c'est là aussi l'idée que les institutions bourgeoises et les institutions ouvrières ne peuvent pas cohabiter. Autrement dit, que le modèle de la démocratie mixte, qui était le modèle de Poulantzas, vous savez, on combine l'État bourgeois démocratisé avec des organes de démocratie de base, c'est une perspective qui est illusoire, parce que là aussi, il ne s'agit pas simplement de penser l'articulation entre différentes formes institutionnelles, mais ce qui se joue fondamentalement, c'est des pouvoirs de classe et des rapports sociaux antagoniques. Et là, on retrouve la troisième objection que je faisais déjà tout à l'heure sur la question de la prise du pouvoir, puisque, à part dans une situation de double pouvoir, où, pour le coup, cohabitent des formes des soviets et des institutions bourgeoises, mais parce que c'est une situation de lutte et de bataille pour savoir qui va l'emporter, quel est le pouvoir de classe qui va l'emporter sur l'autre, il est illusoire de penser pouvoir juxtaposer deux pouvoirs de classe différents. Et en ce sens, on pourrait dire que notre logique est opposée à celle de Poulantzas, puisque précisément parce que nous sommes partisans d'une consolidation, d'une extension et d'un élargissement qualitatif des libertés démocratiques des masses, on sait aussi que tout processus dans ce sens va nécessairement se heurter aux structures de l'État bourgeois, et que un conflit entre ces deux formes de pouvoir est inévitable. Et c'est précisément le sens de la révolution et de la dualité de pouvoir, c'est précisément de détruire progressivement aux yeux des masses
la légitimité de l'État bourgeois en montrant que, et en faisant faire l'expérience aux masses d'une autre forme de démocratie largement supérieure à celle de la démocratie bourgeoise, et sans laquelle la victoire d'un nouveau type d'État est impossible sur l'État bourgeois. Autrement dit, contrairement à ce qu'affirme Poulantzas, le débat, ça ne se résume pas entre une opposition entre les partisans d'une démocratie directe, qui serait les léninistes, et d'une démocratie représentative. Ça, c'est la façon avec laquelle Poulantzas et d'autres personnes, des fois, mènent le débat, mais en fait, ça n'a pas de sens, puisque la question fondamentale de la démocratie ouvrière, c'est moins de reposer exclusivement sur le principe de la démocratie de base que le fait de réenraciner la politique dans des collectivités réelles. Et pourquoi est-ce que je dis que ça n'est pas simplement une opposition entre démocratie directe et démocratie représentative? C'est que, on l'a vu, dans une démocratie conseilliste, il y aura aussi des formes de représentativité. Les délégués, ils sont élus, mais la question c'est de savoir si cette délégation de pouvoir, c'est un abandon de pouvoir ou au contraire une délégation de pouvoir avec possibilité de contrôle et avec une diminution radicale de la séparation entre ceux qui sont représentés et ceux qui sont représentants. Là aussi, on pourrait dire que la stratégie de Poulantzas qui consisterait à combiner les soviets et les institutions bourgeoises, elle a déjà été éprouvée dans la pratique et que aussi bien dans le processus révolutionnaire de Russie que dans les expériences révolutionnaires en Allemagne ou l'expérience révolutionnaire par exemple au Portugal en 1974, il n'est pas possible de combiner les deux et que toute stratégie qui vise à essayer de combiner les deux, ça tend in fine à limiter le pouvoir des soviets, à en faire un espèce d'appendice qui n'a pas vraiment de pouvoir réel ou alors qui aurait simplement un pouvoir corporatif sur les questions de production dans une usine déterminée et non pas, non pas sur l'ensemble de la société. Alors, je vais terminer là. Juste quelques mots en conclusion. Bon, déjà, j'espère que c'était clair. Vous direz, si ça l'était pas, c'est la première fois qu'on fait un topo sur Poulantzas et vous direz si c'est intéressant, utile, concluant ou pas. Mais simplement pour dire que ce que j'ai essayé de faire, c'est moins de vous fournir des conclusions définitives que d'essayer d'esquisser un chantier de travail. En quelque sorte, ce topo, il était pensé comme une invitation à se plonger plus en avant dans la question de l'État, parce que c'est une des questions politiques et stratégiques fondamentales pour toutes celles et ceux qui se posent la question de la transformation sociale et de la transformation et de l'émancipation. Et il me semble que, aussi challengeant soit-il, notamment dans sa théorie relationnelle du pouvoir, il me semble que Poulantzas échoue dans sa critique du léninisme et notamment dans sa définition d'une autre voie pour la révolution socialiste, et que préciser que dire ça, ça ne veut pas dire que la révolution socialiste au XXIe siècle, elle prendra la forme d'une reproduction à l'identique du modèle de la révolution d'octobre, hypothèse de la reproduction qui n'était déjà pas celle ni de Lénine ni de Trotsky au début des années 1920. Il me semble au contraire que la dualité de pouvoir, la dictature du prolétariat, elles vont nécessairement prendre des formes différentes au cours du XXIe siècle, tout simplement parce que les conditions actuelles qui sont les nôtres ne sont pas les mêmes que celles de la Russie. Et par exemple, dans un article très intéressant que je vous invite à aller voir comme poursuite de ce topo, écrit par un camarade à nous, Mathias Maiello, qui s'intitule « Démocratie, conseilliste et planification socialiste au XXIe siècle », qui est disponible sur RP Dimanche, il montre comment est-ce que la démocratie conseilliste, évidemment, prendra des formes différentes, tout simplement parce que il y a un siècle qui nous sépare de la Russie tsariste. Et il me semble par ailleurs que on a à méditer, y compris des erreurs ou de la façon dont la façon dont la révolution d'octobre a ensuite dégénéré avec le stalinisme, et que tout ça nous invite à faire le pari que pour redonner vie à une perspective léniniste aujourd'hui, même si on ne transige pas et qu'on ne pense pas que les critiques formulées par Poulantzas ou par d'autres sont efficaces, ça ne veut pas dire qu'on est dans la simple répétition de ce que pouvait écrire Lénine en son temps. Je voulais simplement terminer par noter que, en quelque sorte,
c'est pas étonnant que le retour de Poulantzas aujourd'hui qu'on assiste aujourd'hui à un retour de Poulantzas, puisque en quelque sorte on pourrait dire que Poulantzas c'est une version assez savoureuse d'une théorie centriste. Ce qu'on appelle centriste, c'est les théories, les stratégies qui visent à occulter la différence entre réforme et révolution. Et que de ce point de vue-là, c'est pour ça que de ce point de vue-là, ça ne m'étonne pas que les partisans de la France insoumise, ceux qui se situent, ceux qui se situent à la gauche de la France insoumise mobilisent Poulantzas parce que ça leur permet de soutenir la stratégie réformiste de la France insoumise tout en se donnant des accents un peu plus révolutionnaires et en essayant de, en gros, théoriser le fait que, en gros, le débat de réforme et révolution est suranné. Mais il me semble que, aussi bien dans la discussion théorique avec Poulantzas que l'expérience concrète de la lutte de classe au XXIe siècle, ce qu'on voit, c'est qu'il n'existe pas de voie médiane entre une stratégie réformiste classique et une stratégie révolutionnaire léniniste. Et que, en dépit des sophistications de Poulantzas, ou de ceux qui le revendiquent aujourd'hui, la voie démocratique au socialisme est, in fine, une conception social-démocrate assez classique de l'État, et que c'est quelque chose qui est impuissant dans le cadre d'une transformation sociale, d'une émancipation aujourd'hui. Voilà, je m'arrête ici.